Nous sommes avec Sébastien Vray qui a créé Courseur. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et présenter Courseur? Ouais, j'ai 37 ans et je viens pas du tout des courses et des startups. Moi, j'ai un master 2 en communication politique à Paris 12 et j'ai commencé par entrer dans une ONG de protection de l'environnement qui s'appelle WWF pendant 3 ans. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait ma propre première société d'études économiques dans l'environnement. J'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air aujourd'hui qui s'appelle Respire et qui est l'ONG de référence sur le sujet. J'ai eu un bar pendant 4 ans dans le 10e arrondissement avec des copains. Très Et varié, de fil en aiguille, hein, très varié, je disais. c'est très varié, ouais, ouais. Et puis, c'est l'envie de créer, de défricher des terrains inexplorés. Le bar, c'était musique électro et tout était bio dedans. C'est-à-dire que le premier bar 100% bio en France. Et ensuite, Courseur, ça a été la conjonction de cette envie créative, de création d'entreprise et aussi l'objet, c'était de réduire la place de la voiture en zone rurale et de pouvoir réduire la fracture sociale et numérique sur les territoires en organisant les déplacements des gens. C'est-à-dire, le principe de courseur à la base, c'est profiter du trajet des uns en voiture au supermarché pour faire les courses pour un voisin juste à côté. D'accord. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, âgées ou fragilisées ou ne pouvant pas se déplacer, pas de voiture, pouvaient faire leurs courses par une personne, par le voisin, en fait. Le principe, c'était d'aller toucher les personnes âgées. Et le problème, c'est que le premier problème auquel on s'est confronté, c'est que ce sont les personnes les moins numérisées. Donc, il a fallu d'abord se faire connaître sur la livraison collaborative. Donc, on a commencé avec Leader Price en 2018 pendant un an dans 73 magasins. Et puis, on s'est rendu compte de beaucoup, beaucoup de difficultés. Et en 2009, en 2019, on a pivoté et on a abandonné l'idée de la livraison collaborative. D'accord. Lancer ce type de service sur des personnes âgées qui ne sont pas numérisées, c'était pas un peu fou au début? L'objectif, c'était pas d'aider les personnes âgées. C'est quand on est rentré dans la silver economy, qu'on s'est fait reconnaître et reconnaître dans la silver economy, on ne s'adressait pas que aux personnes âgées. On s'adressait à tout le monde. Et parmi les cibles potentielles, il y avait des personnes âgées. Parce que après 60 ans, 65 ans, 70 ans, le taux d'équipement fonctionne. Et surtout, les personnes âgées, elles sont souvent accompagnées par leur famille, des enfants, des petits-enfants qui sont, eux, numérisés et qui sont très à l'affût de ces nouveaux types d'organisation avec des principes d'environnement, des principes d'impact social. Et donc, c'était cette volonté de rentrer dans la silver economy, c'était aussi de dire qu'il y avait de l'éthique dans ma démarche entrepreneuriale. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Je ne fais pas du business pour faire du business, parce que je ne veux pas gagner des millions. Je veux changer les choses, je veux changer le monde. Parce que le monde ne me plaît pas. Et la structure économique d'une SAS comme la nôtre, c'est de mettre au service nos compétences de jeunes startups dans la techno et dans l'éthique pour changer le monde comme ça. D'accord, d'accord. Il y a une parenthèse, je voudrais parler d'un sujet, c'est que moi, je t'ai vu arriver, j'ai vu arriver Courseur brusquement, il y a quelques années. J'ai vu Courseur gagner beaucoup de prix brusquement. En fait, si Ouais. on regarde le nombre de prix par rapport au délai de délai de création jusqu'au nombre de prix, à mon avis, tu as un ratio qui est phénoménal. Je voudrais savoir comment tu as fait et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre sur la silver economy pour avoir autant de prix que ça. Ah. Alors oui, en 2018, on a eu 3 prix de la Silver Economy. À peu près les 3 prix qui existent de la Silver Economy, on les a eus en 2018. Je pense que je n'ai pas fait grand-chose. Je suis arrivé avec beaucoup je pense, une énergie déjà positive et sincère. Donc, je pense que ça a touché ceux qui remettaient les prix. Et je crois malheureusement, a posteriori, qu'il y a eu une projection sur moi et mon concept d'un vrai besoin à résoudre chez les personnes âgées, de réduire la part de l'isolement, d'augmenter l'autonomie
C'était un service numérique. C'était peut-être aussi une façon de dire, eh, regardez la silver economy, on trouve des pépites. Voilà. Donc, il y a eu un concours de circonstances. Euh, je suis arrivé au bon moment avec l'idée, dans le bon secteur. Parce que mes concurrents ne sont pas du tout allés dans la silver economy. Et ils auraient très bien pu venir aussi avec cette même idée-là et avoir aussi les prix. Mais comment est-ce que tu as fait? Tu as rencontré qui au début dans la Silver Economy ou quel type de structure de la Silver Economy pour te faire accepter comme ça? Tu C'est le t'es prix contacté? Silver Eco. Le prix Silver Eco, ouais, Silver Eco, c'était au Grand Rex. On a déposé notre dossier parce qu'on s'est dit, vraiment, notre service, un enfant peut faire les courses de sa grand-mère à 300 km et trouver un voisin qui s'est inscrit sur l'application et lui rendre service pour pas cher, créer du lien entre voisins. Donc le concept était top. Et donc on s'est dit, Silver Eco. On est allé au Grand Rex en 2018 avec Mathieu, mon directeur marketing. J'y croyais pas du tout. Pour moi, ça a été ah, on me reconnaît enfin dans mon idée, c'est super. Et donc, ça a permis aussi d'ouvrir à la diffusion le service dans les autres secteurs de la silver economy. Et de fil en aiguille, j'ai postulé. En gros, j'ai postulé à tous les trucs Silver Eco qu'il y avait, et j'ai rencontré petit à petit euh, les acteurs institutionnels et privés de la Silver Eco. Je me suis même payé le luxe de rentrer dans un grand réseau en constitution qui est Silver Alliance, Oui. qui m'a permis de rencontrer des dirigeants d'entreprises dans les services à la personne, dans la Silver Eco. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est fait aider, accompagner. Voilà, je suis arrivé au bon moment, je pense, avec une bonne idée et une bonne énergie. C'est un exemple de réussite, en cas de réussite, d'intérêt de gagner des prix sur la Silver Economy. Juste pour préciser, quand tu dis Silver Eco, c'est la Silver Night de Jérôme Silver Pignez. Knight, c'est ça, ouais. Jérôme Pignez, voilà. C'est ça, exactement, ouais, Silver Knight, pardon. Mais donc, en fait, On les confond. gagner un prix de Silver Night ou d'autres prix, ça a un réel impact sur son entreprise qui veut s'implanter dans le secteur. Ça n'a un impact que d'image et d'attention. Parce que derrière, il faut le reconnaître, mon modèle économique, je ne l'avais pas. Je pensais l'avoir, on l'a testé avec Leader Price. On s'est rendu compte qu'il y avait une progression, mais qu'il y avait tellement de freins à lever qu'on a dû mettre de côté ça, quoi. Alors, les freins, si on peut parler de quelques freins, si tu peux dire un ou deux freins qu'il y a eu, auxquels tu t'es heurté avec Courseur. Le premier frein, c'est il ne faut jamais sous-estimer la paresse des utilisateurs. L'idée que quelqu'un aille faire des courses pour une autre personne, ça, c'était une idée depuis 2015 que j'avais, mais je n'étais pas le seul à avoir cette idée-là. Dans le mode opératoire, moi, c'est la personne qui rentrait dans le magasin qui prenait aussi les produits dans les rayons. Deux de mes concurrents, eux, la personne qui aide récupère le drive déjà tout préparé de l'enseigne. D'accord. J'ai fait ce choix-là en connaissance de cause. Je m'étais dit, les retailers, donc les enseignes de grande distribution, ils payent des salariés pour préparer cette commande de drive, et ce coût salarial n'est pas répercuté sur le client qui commande. Donc, je me suis dit, moi, je vais faire préparer le panier par d'autres utilisateurs qui font leurs propres courses aussi. Et comme ça, on va partager le gain entre nous deux. Et c'est ce qui a plu aussi à Leader Price. C'est cette façon-là de ne pas avoir à préparer le drive et de partager la valeur. Et on s'est rendu compte que c'était pas très compliqué de faire des courses assez rapidement dans un magasin, puisqu'on y allait déjà. Mais le passage en caisse s'est avéré difficile. Et c'était la formation des hôtes de caisse qui a été compliquée. Beaucoup de gens qui faisaient ça vraiment pour l'argent, qui parfois prenaient les produits un peu à la va-vite. La masse critique aussi, malheureusement, malgré tous les efforts en marketing et la puissance de la communication interne dans les leader price, plus en marketing, s'il y a quelqu'un qui arrive à l'est d'une ville et l'autre qui arrive à l'ouest d'une ville, ils ne sont pas sur le même chemin, ils se rencontreront jamais.
S'il y en a un qui arrive au même endroit, plusieurs personnes arrivent au même endroit et qu'ils ont envie de collaborer, s'il y en a un qui est arrivé il y a 3 semaines et puis l'autre 3 semaines après, je dis, bon, bah, je suis plus sur l'application, donc ça ne marche pas. Donc la masse critique sur les plateformes d'offres et de demandes est tellement énorme à atteindre que c'est un truc aussi que j'avais sous-estimé. Alors, la masse critique, c'est la probabilité que quelqu'un qui veut faire ses courses et quelqu'un qui fait les courses se rencontrent parce qu'ils sont au même endroit, même chemin et qu'il n'y ait pas un détour à faire 30 km pour aller livrer quelqu'un. Exactement. Et ça, c'était une attention particulière parce que déjà, à l'origine, je soupçonnais qu'on participe à l'économie du jobbing, des petits jobs mal rémunérés qui sont faits par des particuliers, comme des Deliveroo et, j'ose le dire, mes concurrents. Et donc, on avait mis en place un système d'annonce à l'inverse de mes concurrents. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend en magasin, je voulais m'assurer qu'il y ait vraiment pour profiter d'un trajet d'opportunité et pas pour créer un nouveau trajet. Parce que sinon, c'était l'inverse de ce que je voulais dans la réduction de l'impact environnemental de la voiture. D'accord. Et donc, quand on crée des annonces, euh, donc il y avait ça, et on a eu des détournements ou des gens qui mettaient des annonces tous les jours, à toutes les heures. Enfin, ça a été un bordel. Et donc, je suis bien content d'être parti de ce système-là parce que aujourd'hui, Courseur, c'est une application gratuite et solidaire qu'on a transformée pendant le Covid. Et tous les gens qui vont s'entraider dedans, ça sera de la solidarité pure. Et ça me va très bien pour l'éthique. Qu'est-ce qui est nouveau dans la nouvelle application par rapport à l'ancienne? Ce qui est nouveau dans l'application, c'est que tous ceux qui veulent s'organiser, ils mettent plus des annonces, mais ils se mettent juste en disponibilité et ils apparaissent sur une carte. Donc tu tapes, toi, tu vas sur Courseur, Frédéric, tu tapes ton adresse postale, tu crées un compte et tu vas voir autour de toi sur la carte, il y a plein de gens qui se sont dit, bah, moi j'ai envie d'aider, j'ai envie de m'organiser. Tu peux cliquer sur une personne, tu peux chatter avec lui dans l'application. Tu peux faire une liste de courses. Ah, tu vas à Intermarché, super. Tiens, je peux t'envoyer ma liste de courses. On envoie la liste de courses avec les vrais produits du magasin. Ça, c'est notre prouesse technologique. On peut envoyer la liste de courses directement dans le chat, comme sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et en plus, même, on a implémenté Lydia pour que celui qui a fait des courses demande le remboursement directement par Lydia dans l'application. Et la grosse différence, c'est qu'il n'y a plus de rémunération entre les gens. Donc, c'est un outil libre d'organisation. Alors, si je provoque un peu, est-ce à dire que lorsqu'on développe ce type de solution pour que ça marche, on ne peut pas la développer si on a une éthique? L'éthique, en t'écouter, ton éthique, en fait, t'a empêché d'aller plus loin dans le développement de Courseur en disant, bah, tant pis, il y en aura beaucoup qui auraient dit, bah, tant pis, je prends des gens qui gagnent rien, l'application les utilise quelque part, mais en tout cas, elle les rémunère un petit peu, donc ça empêche d'aller plus loin dans le sujet. Pour quelqu'un comme moi qui souffre souvent de dissonance cognitive, si je ne mets pas mes actes en adéquation avec mes valeurs, je ne me sens pas très bien. Et c'est vrai que j'ai été assez mal à l'aise. Je me suis trouvé plein d'excuses, mais aujourd'hui, oui, je pense qu'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'on appelle la livraison collaborative. Parce que on se rend compte que ceux qui vont faire des livraisons de courses, aller chercher les paniers Drive, ils vont le faire 10, 15, 20 fois par mois dans l'application. Même les applications, elles sont construites sur la base d'applications de livreurs, comme sur Deliveroo. C'est que je suis derrière mon téléphone, dès que j'ai une annonce, il y a une livraison possible, il faut que je sois le plus rapide pour la choper. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que au final, ça m'a permis, moi, d'aller dans une direction en B2B avec les professionnels des services à la personne. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je suis allé, il y a 2 ans, parler au service à la personne en disant « Regardez, j'ai une application de livraison collaborative, ça serait super et tout », ils m'ont tous regardé en disant « Mais Sébastien, tu nous fais de la concurrence ». Je dis bah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et donc, des structures ou des gens qui vont se servir de particuliers pour les rémunérer, ces particuliers qui n'ont aucun statut, qui sont en gros une externalité de services que des entreprises n'ont plus à payer, et bien finalement, ça met en concurrence des services à la personne qui, aujourd'hui, emploient des gens avec le CESU,
Donc le CESU, l'URSSAF, donc ils sont déclarés, ils ont des droits, ils payent des charges, ils ont une protection sociale. Et donc il y a une vraie concurrence. C'est un peu comme si on faisait du black dans les services à la personne Ah, exact. contre les services à la personne. Oui, Donc je me suis dit, et si nous, avec notre savoir-faire sur les courses, on n'allait pas aider à améliorer le processus des courses à domicile dans les services à la personne. Et c'est l'orientation qu'on a prise depuis quelques mois. d'accord. C'est-à-dire aussi, développer une startup sur la silver economy et où il y a une masse critique importante, on n'arrive pas à la faire en B2C si on n'a pas des investissements énormes. Exactement. Il y a alors, deux éléments de réponse. Un, la masse critique, c'est énorme. Il faut énormément de partenaires qui, par exemple, les retailers, pourraient être le diffuseur auprès de leurs clients de notre service. Encore faut-il avoir des relations commerciales avec les retailers, ce qui met énormément de temps, malgré l'idée parfois. Et deuxièmement, aller toucher une cible qui est en fragilité, qu'on a envie d'aider, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Blablacar a sorti, pendant le Covid, je vous promets, a sorti une copie conforme de Courseur, la nouvelle version de Courseur. Une carte avec toute leur communauté, on peut cliquer sur quelqu'un et ensuite discuter avec elle. Ils n'ont pas tous les éléments, les briques, les fonctionnalités de course qu'on a, mais c'est exactement la même chose. Et je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Oh, putain. Oui, tu parles de Oui, sur la masse critique. Oui, et donc eux, ils ont une énorme communauté sur cette carte de gens qui veulent aider. Mais ça, c'est une partie de la solution. Parce que ceux qui ont besoin d'aide, comment ils font? Ils ne connaissent pas Blabla Help. Et il faut énormément aussi de contacts, de réseaux pour aller toucher les gens en fragilité. Et si on n'a pas constitué un réseau où on s'adresse aux CCAS de chacune des villes de France, qu'on n'a pas un pied dans les services à la personne, qu'on ne crée pas de partenariat avec la Croix-Rouge, avec Emmaüs, Petit Frère des Pauvres, on va aller difficilement toucher les personnes qui sont en vulnérabilité et que pourtant on voulait aider au départ. Donc c'est très facile de vouloir aider, mais c'est très difficile de toucher les gens qu'on veut aider. On a remporté un appel à projet l'année dernière avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le concept, c'était très simple, c'est toutes les personnes non numérisées peuvent appeler un numéro de téléphone et nous appeler nous. Donc on a développé un système de commande où on peut prendre l'appel de Huguette et lui dire qu'est-ce que vous voulez comme produit, et nous on vous trouve un livreur autour de vous. Ça a marché pour plusieurs personnes, mais on s'est heurté à cette difficulté-là dont je parlais. Comment on va diffuser auprès de ces personnes-là ce numéro de téléphone? Et c'est là pour moi où l'enjeu est le plus compliqué. Oui. Sachant qu'en plus, je pense qu'il y a le fait que les personnes âgées ne connaissaient pas la marque Courseur. Il y a un côté, j'imagine, réassurance. Est-ce que je fais confiance ou pas à Courseur parce que je ne connais pas? Exactement. Et est-ce que je connais celui qui va me faire livrer? Est-ce que celui qui me livre, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ne va pas me braquer, rentrer dans ma maison? Comment on peut s'assurer, nous, en tant que start-up, que les profils qui rentrent sur Courseur sont validés? Donc, ça a été des process où tu dois mettre ta carte. Nous, on avait la carte bleue, on avait le recto verso de la carte d'identité. Mais particulièrement chez les seniors, quand on faisait des tests d'usage, ça a été presque la crainte numéro un. Ah bah, C'est la confiance dans moi, celui qui va débarquer chez moi. je me souviens, j'avais parlé avec quelqu'un de ton équipe au tout début, je ne sais plus qui. C'était la première chose qui me paraissait. J'ai dit, mais comment est-ce que vous allez faire pour. Même pas pour prouver, c'est même pas l'idée de prouver qu'il n'y aura pas de vol ou qu'il n'y aura pas d'arnaque. C'est comment est-ce que vous allez rassurer la personne. C'est ça le truc. Parce que la marque n'est pas connue. Et toi, par exemple, aux USA, il y a eu en fait, il y a une sorte c'était une montre, en fait, c'est une montre GPS, etc., qui a été lancée par Lively en 2016. Ils ont mis 20 millions de dollars en communication pour faire connaître à la télévision partout. Tout le monde pensait que ça allait fonctionner. Et ça n'a pas fonctionné parce que les seniors ne connaissaient pas cette marque en question. Ça a été liquidé, ça a été racheté par une marque qui est connue, Great Call, qui est un opérateur téléphonique senior aux USA.
Et là, Exact. là, ça a marché. Il y a la génération âgée, ça, c'est un aspect générationnel, a besoin d'être assurée. Totalement. Alors, mettre une carte bleue dans une application mobile, ça, c'est au-delà de la confiance de celui qui va nous livrer, c'était aussi un gros problème chez nous. On ne met pas sa carte bleue sur Internet quand on est une personne âgée. D'accord. Donc, sans tout dévoiler, maintenant, Courseur, t'en es où? Courseur, aujourd'hui, on a cette application grand public gratuite et solidaire d'organisation de courses entre voisins euh, que l'on diffuse en partenariat avec des grands retailers aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler avec Intermarché, Bio C'est Bon, les supermarchés Match aussi, qui ont les premiers répondu à notre appel, euh, pour qu'ils diffusent auprès de leurs propres clients de manière gratuite. Chers clients, nous aussi, on est dans la solidarité. Organisez-vous, on a un super outil, il est gratuit. Eux ne gagnent pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Ça, c'est la partie courseur grand public. Nous, aujourd'hui, ce qui nous fait manger, c'est notre assistant de course, notre organiseur de course pour les agences de service à la personne et pour les indépendants des services à la personne. D'accord. On a remarqué qu'il y avait des problèmes d'organisation, de process dans la façon de faire des courses chez les personnes âgées, des problèmes qui, pour nous, sont très facilement surmontables parce qu'on est une société techno, de développeurs, et qui rend un grand, grand service aujourd'hui sur des failles d'organisation. Et donc, on vend un abonnement à notre service, et c'est comme ça que on doit gagner de l'argent aujourd'hui. D'accord. On a discuté un petit peu avant l'enregistrement les détails, mais les détails, on ne peut pas forcément en parler en grand public. Par contre, ce qui m'intéresserait, ce serait, imaginons que je sois un dirigeant d'un service à domicile. Pourquoi Ouais. est-ce que je passe par Courseur et que je développe pas mon truc de A à Z? Alors, parce que je pense qu'il y a énormément de services à la personne qui ont d'autres chats à fouetter aujourd'hui que de mettre cette fonctionnalité d'aide aux courses dans l'agenda de développement. D'accord. Aujourd'hui, les services à la personne, je crois qu'ils ont un fort besoin de numérisation, mais sur des process déjà bien ancrés de planning, de, d'entrée et de sortie chez la personne âgée. Ils ont des problèmes RH de recrutement avec un turnover fou, d'équipement mobile aussi, des auxiliaires de vie. Et donc la partie course aujourd'hui, c'est pas, ils mettront pas ça en développement chez eux en priorité. Donc s'il existe une solution aujourd'hui comme Courseur qui est opérationnelle et qui coûte franchement 24,90 par mois par agence, je le place, ils vont passer par ma solution. D'autant plus que le bénéfice sur la sécurité des paiements et la réassurance de la famille qui va euh, signer pour leurs parents ou leurs grands-parents est tellement énorme et immédiat que ça ne sert à rien de le développer, autant utiliser notre service qui est assez simple aussi. D'accord. Développer votre service, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ça représente quoi? C'est en fait, déjà, il y a les accords avec les magasins, déjà. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on n'a aucun accord avec les magasins. Sur la partie professionnelle, tous les catalogues produits pour l'assistance aux courses sont des catalogues que nous, on récupère nous-mêmes en ligne. Donc, une auxiliaire de vie, si elle veut faire des courses pour une personne âgée, au lieu de prendre une liste papier, elle peut montrer son téléphone, regardez, on peut aller sur Intermarché et choisir les bons produits. Ah, c'est celui-là que vous voulez. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a développée sans avoir besoin d'accord avec les retailers. D'accord, d'accord. Et après, c'est le service à domicile. Alors, est-ce que le service à domicile va aller choisir lui-même, en fait? En fait, en fait, sur le terrain, avec l'application pour les services à domicile, qui choisit je fais l'auxiliaire de vie, elle choisit là où elle va faire les courses. C'est la personne âgée qui lui dit non, tu vas faire les courses là. Comment ça se passe? C'est souvent un accord, mais souvent déjà, c'est un accord. Soyons pragmatiques, c'est le magasin le plus proche. Et sinon, c'est la personne âgée qui décide. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez Netto ou chez Leader Price ou chez Intermarché. On est tous attachés à nos produits et à nos marques. Donc ça, c'est un premier problème. Enfin,
ce choix-là, il est fait comme ça. Ensuite, ce que ça permet de résoudre, en tout cas, c'est que au lieu de prendre tel cornichon, telle rillette, tel produit, euh, l'auxiliaire de vie, elle va savoir quel est le bon produit. Et c'est con à dire, mais les personnes âgées, quand on les interroge, elles n'osent pas dire que quand l'auxiliaire de vie, elle choisit les mauvais produits, ce qui est hyper récurrent, elles n'osent pas dire que c'est pas normal, ça devrait être un service, vous devriez même prendre celui-là, cette marque-là, je vous ai demandé ça. Et elles n'osent pas le dire. Et, euh, et ça crée de l'insatisfaction client à une petite échelle, mais c'est con parce que ça pourrait être résolu très facilement. Le deuxième souci, je pense qu'on peut en parler, on peut pas. Aujourd'hui, les courses, elles sont faites. On essaie de s'arranger avec la famille pour savoir comment on va payer. Est-ce qu'il faut prendre la carte bleue des grands-parents? Est-ce qu'il faut prendre le chèque en blanc des grands-parents? Il y a une forme de. Les auxiliaires de vie, elles font ce qu'elles peuvent. Ouais, Aujourd'hui, avec. c'est une zone grise que vous essayez que vous avez comblée par votre idée. Ouais. On nous a fait des demandes sur la sécurité des paiements. Aujourd'hui, on apporte une solution qui est hyper simple. Voilà. Pour finir, si un jeune se lance dans la silver economy, dans sa start-up, quels sont les 3-4 points que tu lui dirais, les étapes peut-être pas pour gagner les prix, mais en tout cas pour se développer avec ton expérience? Pour se développer dans la silver economy, à mon avis, il faut bien savoir à qui on s'adresse. On s'adresse aux personnes âgées. Les personnes âgées, c'est une cible. Je regardais tes vidéos, je trouvais ça assez clair comme distinction. Est-ce qu'on s'adresse aux personnes âgées d'aujourd'hui qui ont plus de 80 ans, celles qui sont dépendantes, celles qui ne sont pas dépendantes? Est-ce qu'on s'adresse aux futurs boomers qui débarquent? Est-ce qu'on s'adresse aux seniors qui sont dans l'hédonisme, qui vont vouloir vivre leur retraite en utilisant des services numériques et se faire plaisir? Déjà, savoir à qui on s'adresse. Deuxièmement, est-ce qu'on s'adresse pour vendre le produit? Est-ce qu'on s'adresse à eux ou est-ce qu'on s'adresse à ceux qui vont signer? Donc, ceux qui vont signer, ça peut être la famille, ça va être certainement la famille. Ne pas surestimer la capacité numérique des seniors. Nous, c'est ce qu'on a fait un peu. Oui, parce que beaucoup disent qu'il n'y a plus de fractures numériques qui sont tous équipés. Je crois que c'est un mythe. On arrive vraiment avec des bonnes intentions et la réalité est très très loin de notre imaginaire sur les seniors. Vraiment, j'invite tous ceux qui veulent se lancer dans la silver economy. Et c'est pas pour faire de la pub pour toi, mais allez écouter les conférences. Ta conférence à la CCI de je ne sais plus où, elle est hyper limpide. Silver Valley, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la figure de Nicolas Menet parce que on est dans la sociologie, on est dans la compréhension de cette cible-là qui n'est pas uniforme. Faites des tests avec les seniors parce qu'il n'y a rien de pire que d'imaginer quelque chose sans eux. Donc, il y a des clusters qui existent pour faire des tests. Discuter avec des dirigeants d'entreprise dans la silver economy. Parce que eux, ils savent très bien par où ils sont passés pour en arriver au succès commercial aujourd'hui. Et si on ne les écoute pas, ça ne sert à rien de reperdre du temps et des années. Très bien, merci Sébastien. Sébastien Vray, je rappelle que tu diriges Courseur. C'est courseur.com, c'est ça ou .fr? Courseur.com pour la partie grand public et il y a courseur.com/pro pour les professionnels. D'accord, super. Merci Sébastien. Merci. Merci Frédéric, à bientôt.